Tout de suite, le JT. Il est 19h30, l'heure de l'actualité sur la chaîne citoyenne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. En politique, la récente décision des États-Unis de suspendre la délivrance des visas aux ressortissants tchadiens suscite des vives interrogations. S'agit-il d'un simple signal diplomatique ou d'une mesure aux ramifications plus profondes? Diana Nepidimba pour plus de détails. Dans le langage des relations internationales, la suspension de visa constitue souvent un instrument de pression, subtil mais significatif. C'est une manière pour une puissance étrangère de manifester son désaccord sans rompre le dialogue. Pour le Tchad, cette décision cible en priorité les élites. Mais au-delà de la portée symbolique de cette mesure, nous avons une autre prominence plus sourde, plus inquiétante, celle d'un gel de l'aide américaine au développement notamment, celle dispensée par l'USAID. Depuis des années, cette agence finance des programmes essentiels à la survie de nombreux Tchadiens, soins de santé, nutrition, accès à l'eau potable, prévention des épidémies, appui à l'éducation. Sa disparition plonge une partie de la population dans une précarité extrême. Les premières victimes de cette suspension sont les femmes enceintes, les enfants souffrant de malnutrition, les malades chroniques. C'est d'eux qu'il s'agit, pas des voyageurs d'affaires ou des étudiants interdits de visa. Suspendre les visas est un geste politique. Suspendre l'aide humanitaire, c'est une sentence sociale. On ne joue pas avec l'aide humanitaire. La suspendre, c'est couper le dernier filet de sécurité des populations déjà fragilisées par la pauvreté, l'instabilité et les crises récurrentes. C'est franchir une ligne rouge, difficile à justifier moralement, même au nom des intérêts géopolitiques. Dès lors, la question centrale s'impose. Le Tchad doit-il s'inquiéter davantage de la fermeture temporaire des ambassades ou de l'érosion des programmes d'aide? Pour beaucoup, la réponse ne souffre aucune ambiguïté. Ce sont les sanctions aux conséquences humaines qui doivent être redoutées en priorité. Il appartient désormais aux autorités tchadiennes et aux partenaires américains de renouer le fil d'un dialogue franc et responsable, car les désaccords politiques, aussi sérieux soient-ils, ne devraient jamais se solder par une crise humanitaire. Après la décision du président américain Donald Trump sur l'interdiction des Tchadiens entrés au Yuza, le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, réagit en ce terme. J'ai instruit le gouvernement à agir conformément aux principes de légalité et suspendre l'octroi des visas aux citoyens des États-Unis d'Amérique au Tchad. Le Tchad n'a ni des avions à offrir, ni des milliards de dollars à donner, mais le Tchad a sa dignité et sa fierté. Toujours en politique, une cérémonie solennelle de passation des services s'est tenue ce mardi 4 juin 2025 dans un hôtel de la place Mamad Saleh et à la tête de l'Union nationale des commerçants, organe affilié au mouvement patriotique du Sali. Lionel Evelyne nous en dit plus. Ce passage de relais, rehaussé par la présence de plusieurs figures majeures du parti au pouvoir, a été l'occasion pour le secrétaire général du MPS de rappeler le rôle fondamental de l'UNC dans la consolidation du tissu économique tchadien. Dans son allocution, il a réaffirmé l'engagement du MPS à accompagner les commerçants, véritables piliers du développement, et à faire de cette organisation une courroie de transmission efficace des politiques économiques gouvernementales. Les commerçants sont ceux qui en souffrent le plus, mais si vous êtes organisé et que vous avez régulièrement, pourquoi il y a la corruption? C'est parce que les règles, on veut les biaiser. Si quelqu'un, dans le cadre d'un appel d'offres, est dernier, mais qu'il veut passer premier, il fait de la corruption. Le MPS ne sera pas avec lui. Le MPS ne peut pas l'accompagner à ce niveau. Alors, c'est les principes, c'est des règles, c'est des orientations dans le sens de la refondation du parti.
Dans un contexte de relance et de stabilité recherchée, l'UNCMPS est appelée à se réinventer pour répondre aux défis contemporains du commerce au Tchad. Loin d'être une simple formalité protocolaire, cette passation de pouvoir traduit une volonté de renouvellement portée par une vision axée sur l'amélioration du climat des affaires et la promotion de l'entrepreneuriat local. La présence des cadres supérieurs du parti témoigne d'une volonté manifeste de repositionner les commerçants au centre de l'action politique et économique. La nouvelle équipe dirigeante devra ainsi traduire les ambitions en actions concrètes et visibles, capables de renforcer la place de l'UNC sur l'échiquier socio-économique national. Nous devons par conséquent mettre en œuvre une nouvelle stratégie de recouvrement des cotisations, plus innovante, plus rigoureuse, mais aussi plus juste. Les cotisations sont et demeurent l'oxygène de notre autonomie. Sans elles, aucune action, aucune ambition durable n'est possible. Assurer et assumer notre place d'organisation motrice au sein du MPS. Dans une atmosphère empreinte de convivialité, mais également de rigueur et d'espérance, les différents intervenants ont unanimement salué le parcours du bureau sortant et exprimé leur confiance en la capacité de la nouvelle direction à insuffler une dynamique nouvelle. Le discours d'unité, de responsabilité collective et de coopération a dominé les échanges. Attendu sur des résultats tangibles, l'équipe conduite par Mohamed Saleh Abdel-Djelil devra désormais transformer les discours en projets structurants capables d'asseoir la place des commerçants dans les grandes orientations économiques du pays. En société, à la veille de la fête de Tabaski en N'Djamena, plusieurs points de vente improvisés de moutons ont vu le jour. Mais malgré l'abondance des bêtes, les clients se font rares. Immersion dans le marché de Santana, situé dans le 7e arrondissement, où l'ambiance reste étonnamment calme. Koinito Jack Jeannette pour le reportage. C'est jeudi 4 juin 2025, au marché à bétail, à côté de l'ex-hôtel Santana, aujourd'hui direction du ministère du Commerce, on y trouve toute race de moutons. Nonobstant ce flux, les clients se font rares. Cette année, les clients viennent juste pour s'enquérir sur les prix et repartent sur la plante des pieds sans rien en acheter. Confie un vendeur. Visiblement préoccupé par la faible influence, les prix proposés varient entre 35 à 160 000 francs en fonction de la taille et de la race de l'animal. Des tarifs jugés abordables par certains observateurs, surtout au regard des années précédentes. Malgré cela, le marché reste morose. La multiplication des marchés sporadiques un peu partout dans la ville pourrait expliquer cette dispersion des acheteurs. Mais d'autres pointent du doigt la conjoncture économique qui pèse sur le panier de la ménagère. Malgré l'importance religieuse de la Tabaski, alors que la fête du sacrifice est demain. En attendant, les marchés comme celui de Santana gardent un air calme et espèrent avoir encore de la clientèle. La communauté musulmane du monde et ceux du Tchad s'apprêtent à célébrer la fête de Tabaski ou la fête de mouton. Mais à quelques heures de la commémoration de l'Aïd el-Kébir, l'ambiance dans les marchés est timide. Alphonsine Madilom nous en dit plus. La fête de Tabaski est célébrée sous le signe de la prière, de sacrifice et de générosité dans la tradition musulmane. C'est une occasion unique pour les fidèles musulmans de partager des repas. Mais à 24 heures de la célébration, l'ambiance n'est pas au rendez-vous. Comme toutes les années, l'engouement dans les marchés et aux abords à l'approche des fêtes était de taille. Mais cette année, les acheteurs et les vendeurs ne se parlent plus le même langage au sujet des prix des divers articles sur les marchés. Les consommateurs, eux, n'ont que les yeux pour pleurer. Ils préfèrent digérer leur colère au calme et refusent de se prononcer à notre micro. Les vendeurs, de leur côté, se frottent les mains. Ils profitent allègrement de la situation de la flambée des prix pour augmenter les prix sur tous les articles. Ils accusent par ailleurs les agents municipaux d'être à l'origine de leur malheur. L'ambiance n'est pas de taille comme à la fête de Noël ou soit la fête de Ramadan. Le marché n'était pas comme celle des autres fêtes passées. Le marché un peu calme. Il y a assez de monde, mais on ne fait pas assez de ventes. Trop de gens qui viennent même déranger, il y a beaucoup d'embrouilles. Et c'est de là, il y a la cherté aussi des choses. Des trucs que tu peux acheter à 500, au veille de la fête, tu vas trouver à 2000 francs. Imaginez. Et après la fête, ça se rabaisse. Le marché de cette année-là, on voit là, ce n'est pas comme l'année qui est passée.
Mais cette année, on peut rester ici pour faire le marché, mais le mairie ne nous laisse pas le laisser en goudron. On nous envoie par-ci, c'est là. Si on fait jusqu'à pour entrer derrière même là, ils vont nous poursuivre jusqu'à aller derrière pour prendre nos choses de marchandises. C'est là seulement qui nous empêche de faire le marché. Sinon là, le marché, ça va mieux. La fête, qui devait être un moment de partage, d'amour et de convivialité, s'est transformée en un calvaire pour bon nombre de fidèles musulmans. Cette situation est due à la conjoncture économique que traverse le pays depuis plusieurs années, ce qui suscite de tristesse sur le visage des fidèles musulmans. Toutefois, pour joindre l'utile à l'agréable, il serait judicieux pour le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réglementer les prix des denrées alimentaires sur les marchés à l'approche des fêtes. En attendant, nous souhaitons une meilleure fête de Tabaski à la communauté musulmane tchadienne et celle du monde. À Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, 7 enfants en provenance des Baïbouro dans la province du Mandoul et un enfant du canton Béti dans le département de Kouès ont été présentés à la presse hier 4 juin dans le local de la police judiciaire de Doba. Ces jeunes sont à la recherche d'emploi. Dimra Bossi pour le reportage. Parmi ces 8 enfants, 7 auraient quitté leur famille pour les raisons de maltraitance. Par contre, celui de Betty serait vendu par son père biologique avec la complicité d'un de ses frères résidant en N'Djamena. Les 7 enfants en provenance de Béboro, localité située dans la province du Moyen-Chari, ont été interceptés à Doba par l'équipe de l'ARED grâce à l'aide d'une personne qui a trouvé leur présence suspecte à la montée du bus, car il était convenu qu'une personne paiera le transport à la descente en N'Djamena. Ces enfants seraient conduits après leur descente en N'Djamena à l'est ou au nord du pays pour un emploi d'après leur explication. Madiengar Alkwa, coordinateur de ARED, explique les procédés ayant permis de récupérer ces enfants. Les enfants sont vendus à la longueur des journées et ça continue. Par rapport à ceux qui sont venus de Koumra, dès qu'ils ont monté dans le bus, nous avons été alertés par nos antennes. Et nous avons très rapidement communiqué, donné l'information à notre point focal de Doba. Et certainement, il les a interceptés par l'entremise de la police judiciaire avec l'appui également de Madame le procureur. Et donc, ça fait quelques jours qu'ils sont ici. Pour le secrétaire général de la province du Logone oriental, Guiradoum Gardodjum, représentant le délégué du gouvernement auprès de la province du Logone oriental, il est triste de constater que jusqu'à nos jours, ces pratiques d'autres âges soient pratiquées dans nos communautés. Aussi, toujours d'après lui, ces pratiques existent parce qu'il y a un réseau bien organisé par des individus qu'il faut déceler. Conformément aux lois en vigueur, Madame Nadilom ne collecte Ngaoundji Boubaïto, procureur de la République, près du tribunal de grande instance de Doba, déclare que ce phénomène est interdit par la loi 12, mais des personnes mal intentionnées continuent de la pratiquer. La traite de personnes est une pratique qui est interdite par la loi, notamment la loi 12 portant lutte contre la traite des personnes. Curieusement, nous nous rendons compte que lorsque nous avons en face de nous ce genre de pratiques ou de situations, la plupart des cas sont plutôt réticents parce qu'ils se disent ne pas connaître la loi interdisant cette pratique. Chaque fois que nous avons ce genre de cas, nous les confions aux associations des droits de l'homme, nous ne les gardons pas ici. C'est pour la toute première fois que nous les avons gardés ici, d'abord pour leur protection et d'abord pour travailler avec eux et leur faire comprendre qu'effectivement, ils sont victimes d'une situation de non-retour. Vous les avez écoutés tout à l'heure. Certains ont dit qu'ils sont en train d'aller pour travailler et qu'ils reviendraient après la saison des pluies. À noter enfin que ces 7 enfants enlevés pour l'esclavage seront pris en charge par ARED et celui qui aurait été vendu par son père regagne ses oncles maternels au village. Toujours en société, depuis le 14 mai 2025, date des affrontements des conflits intercommunautaires tragiques à Mandaka où plus de 40 personnes ont perdu la vie. De nombreuses familles ont quitté leur maison pour fuir cette violence. Golmem Ali. Ce territoire est désormais vidé de ses habitants et il est devenu très difficile de croiser une silhouette humaine. Seules quelques rares espèces animales osent encore s'aventurer dans cette région désertée. En parcourant le canton,
on constate avec tristesse des cases brûlées et pillées, laissant derrière elles un spectacle désolant. Actuellement, il ne reste que quelques personnes âgées dans le village de Mandakao qui, pour des raisons de santé ou d'attachement à leur terre, ont décidé de ne pas quitter leur foyer. Ces individus vulnérables se sont réfugiés dans le domicile du chef de canton, où ils se sentent en sécurité, mais leurs conditions restent précaires. Ils expriment une peur constante de sortir, craignant pour leur vie en raison de la présence des personnes armées qui rôdent aux alentours. Malgré la présence des forces de sécurité sur place, de nombreux habitants hésitent toujours à regagner leur domicile, craignant pour leur sécurité. Les récentes informations recueillies indiquent que l'appel au retour lancé par les autorités n'a pas suffi à convaincre la population de retourner dans leur foyer. Les inquiétudes persistent, notamment en ce qui concerne la sécurité et la protection des familles. Les autorités compétentes disent travailler sans relâche pour rétablir l'ordre et garantir la sécurité de tous. Elles encouragent les populations à regagner leur domicile afin de reprendre leur vie normale. C'est le cas du chef de canton. Bon, pour le moment, les gens ne sont pas de retour. Dès qu'ils ont vu les îles viennent, ils repartent. Donc pour le moment, moi je demande à ce qu'ils reviennent. Rester là où ils se trouvent seulement. Il ne faut pas qu'ils refusent de venir. Oui, la sécurité, ça va pour le moment, là, ça va. D'ici 2 ou 3 jours, là, je vois là, il y a un peu de calme quand même. C'est pas comme avant. Selon toujours ces autorités, des mesures nécessaires ont été mises en place pour assurer un environnement paisible. Il est essentiel de comprendre les raisons de cette hésitation et d'agir en conséquence et à envisager des mesures supplémentaires pour assurer les habitants, pouvant renforcer la confiance des résidents envers les autorités. Les travaux de bitumage de la route Djouman-Laye qui étaient à l'arrêt depuis un certain temps en raison de manque de carburant ont repris. Notre reporter local Labaram Midim a fait un constat. Suivez son reportage. C'est depuis le week-end dernier que les engins de l'entreprise en charge des travaux de bitumage de cette route rompent à nouveau sur cette voie. On peut voir des bennes transportives des graviers pour les déposer sur la chaussée pour la couche de base. Les ouvriers, eux, s'occupent des bordures. Interrogés, quelques usagers ne cachent pas leur satisfaction. Par la même occasion, ils émettent le souhait de voir les travaux continuer et sans arrêt. Nous espérons vraiment que cela ne s'arrête pas. Parce qu'on dit tout ce qui arrive à l'Aïe ne dure pas. Et pour moi, je nourris toujours mon espoir comme quoi cette route aura lieu. Mais nous appelons sincèrement la société, n'est-ce pas, CGCOP, à se donner du paquet pour que cette route puisse avoir lieu. Nous, on attend, mais notre souhait est qu'il continue comme ça jusqu'à Djouman pour nous permettre, même s'ils veulent mettre les graviers là comme ça, pour nous permettre de circuler un peu pendant cette période de pluie où nous serons bientôt fermés. Si les acteurs politiques de la localité eux-mêmes, s'ils s'impliquent dans la chose, là, la route sera réalisée. Mais du moment où chacun croise les bras, il regarde, même si nous allons rester 100 ans, cette route ne sera même pas réalisée. Le chef du personnel de l'entreprise en charge des travaux que nous avons interrogé confirme que cette voie Djouman-Laye ne sera pas totalement bitumée cette année. Néanmoins, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes pour faire le minimum en attendant les dernières instructions. Nous, on compte beaucoup plus sur le carburant. C'est-à-dire ce qu'on a, on est en train de gérer. Mais maintenant, il y a également la saison de pluie qui doit jouer sur ce truc-là. Parce qu'il y a les intempéries. Si aujourd'hui il pleut, peut-être 2-3 jours, on ne peut pas travailler à l'attendant que la route devienne sec. Parce que le travail de bitumage, c'est un travail très sérieux et ça prend du temps. Donc, qui va lentement, pas sûrement. Et c'est comme ça qu'on tient avec l'équipe. Je pense qu'on va s'arrêter là où il faut s'arrêter. On souhaite quand même continuer très loin. Mais jusqu'à Djouman, ce n'est pas possible parce qu'il y a la saison de pluie qui doit gérer également, jouer beaucoup sur le travail. Là où passe la route, passe le développement, dit un adage populaire. Avec cette reprise des travaux de cette route longue de plus de 80 km en chantier depuis plus de 10 ans, nous espérons que la province de la Tandjilé amorce enfin le dernier virage pour son développement. Le
4 juin 2025, le Tchad a célébré la journée mondiale de l'environnement sous le thème « Mettre fin à la pollution plastique ». À cette occasion, le ministre de l'Environnement, Hassan Bakit Djamous, a prononcé une déclaration soulignant l'urgence de la situation environnementale dans le pays. Roseline Djekrouba. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement de ce 5 juin 2025, le ministre de l'Environnement, Hassan Bakit Djamous, a relevé que N'Djamena produit environ 600 tonnes de déchets par jour, dont moins de 40% sont évacués, une situation qui affecte également d'autres grandes villes comme Mondou et Abéchi. Cette accumulation des déchets met en danger les écosystèmes, notamment celui du lac Tchad. Dans son allocution, le ministre de l'Environnement, Hassan Bakit Djamous, a mis en avant l'importance stratégique de cette journée, rappelant la vision environnementale du président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Il a insisté sur la nécessité de renforcer l'arsenal juridique national en matière environnementale et de promouvoir une culture citoyenne de protection de la nature, déclarant que la protection de l'environnement est un devoir patriotique. Face à cette situation, le ministre a appelé à une mobilisation nationale pour renforcer le tri, le recyclage et la lutte contre les déchets plastiques. Il a également souligné l'importance d'impliquer les citoyens dans la protection de l'environnement en adoptant des gestes éco-responsables au quotidien. Cette déclaration s'inscrit dans une série d'initiatives du gouvernement tchadien visant à renforcer la législation environnementale et à promouvoir une culture de protection de la nature. Elle reflète également l'engagement du Tchad à aligner ses politiques environnementales sur les objectifs mondiaux de développement durable. Le comité olympique sportif tchadien est sorti de son silence à travers un communiqué officiel publié ce mardi 4 juin 2025 pour clarifier sa position face aux tensions internes qui agitent le paysage sportif national. Baïdixem Sadok revient sur ce communiqué. Suivez. Le communiqué signé par le secrétaire général du COS rappelle avec fermeté que le bureau exécutif présidé par le général Idriss Déby Itno demeure la seule autorité légitime reconnue à la fois par le Comité international olympique, CIO, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique et par le gouvernement de la République du Tchad. Face à ce qu'il qualifie de manœuvre de déstabilisation, le COS affirme que ces activités se poursuivent dans la plus stricte conformité avec les principes de la charte olympique. Il assure rester pleinement opérationnel et engagé dans sa mission d'encadrement, de coordination et de promotion du sport au Tchad. Le bureau exécutif réitère sa disponibilité à travailler avec toutes les fédérations sportives nationales dans un esprit de collaboration, de transparence et de respect mutuel. Il invite à la responsabilité collective pour préserver la cohésion du mouvement sportif tchadien et éviter des dérives susceptibles de nuire à l'image du pays sur la scène internationale. Alors que des voix discordantes émergent au sein de la sphère sportive nationale, le COS appelle à un sursaut de solidarité et d'unité autour des instances légalement constituées. Il met en garde contre toute tentative de division qui irait à l'encontre des valeurs d'éthique et de respect et de loyauté prônées par l'olympisme. En consolidant sa légitimité à l'échelle nationale et internationale, le comité olympique et sportif tchadien entend recentrer des débats sur les priorités du sport tchadien, l'encadrement de la jeunesse, la promotion du haut niveau et la préparation des prochaines échéances continentales et mondiales. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. Bonsoir.